Good morning, everyone. Thank you for being here today. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Have all of the attendees been invited in Est-ce to que the webinar? Everyone's tous ceux qui connected? ont été invités, est-ce qu'ils et elles sont toutes et tous présents maintenant? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer leur présence? So we'll just allow 1 minute for people who are connecting. Alors, on va attendre quelques instants pour permettre à tout le monde de se joindre au webinaire. Okay, I think that we're all here now. Good morning, everyone. D'accord, je crois que tout le monde est là. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Nous accueillons aujourd'hui des invités et des téléspectateurs de tout le pays et du monde entier. Je me joins à vous depuis le territoire non cédé des peuples algonquins et Anishinaabe. C'est une reconnaissance particulièrement lourde cette semaine alors que nous pleurons collectivement la perte de 215 enfants retrouvés dans une fosse commune d'un pensionnat autochtone à Kamloops. Nous allons avoir un bref moment de silence maintenant. Okay, thank you. We will get Merci. started in just a moment. Nous allons commencer dans un Quick instant. reminder about interpretation. Un petit rappel sur l'interprétation. Les présentations d'aujourd'hui seront en anglais et en français. Il y a une interprétation simultanée. Il suffit de cliquer sur le symbole du globe en bas de votre écran Zoom et de sélectionner la langue dont vous avez besoin. Pour ceux d'entre vous qui sont sur Facebook Live, veuillez apprécier cette présentation bilingue. Veuillez utiliser la fonction de chat si vous avez besoin d'aide. Les observations auront lieu We will begin shortly. en anglais aujourd'hui. Il y a de l'interprétation en français au besoin. On n'a qu'à cliquer sur le bouton Globe au bas de l'écran et sélectionner le langage désiré. Si vous avez besoin d'un soutien technique, s'il vous plaît, écrivez dans le chat. This press conference is being recorded and streamed on Facebook Live. For those of us joining on Cette conférence de presse est enregistrée et diffusée sur Facebook Live. Pour ceux qui nous rejoignent sur le Zoom, vous pouvez poser vos questions directement dans la boîte de questions-réponses ou dans la boîte de chat, où elles seront recueillies. Si vous souhaitez poser une question en direct, utilisez la fonction « Levez la main » et nous ouvrirons votre canal pour que vous puissiez poser la question. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez écrire des questions dans le chat et elles nous seront envoyées ici. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Emily Dwyer et je suis la coordonnatrice nationale du Réseau canadien sur la responsabilité des entreprises. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui au nom de nos 39 organisations membres et de leurs partenaires mondiaux pour annoncer la publication d'une nouvelle législation modèle aujourd'hui. Kalpona Akhter du Bangladesh Center for Worker Solidarity, Evelyne Baudouin de Développement épais, Caritas Canada, Ken Newman du syndicat des métallos, Karen Hamilton d'Above Ground et Ketty Nivyabandi d'Amnesty International Canada. Nous avons d'abord le grand privilège d'entendre Kalpona Akhter du Bangladesh Center for Worker Solidarity. Kalpona, merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je sais que c'est un moment très important pour nous tous. L'importance d'une loi sur une diligence raisonnable, c'est surtout au niveau des travailleurs. Les compagnies en ce moment ne sont pas obligées de faire quoi que ce soit. Donc, si on peut forcer ces compagnies de changer leur comportement, on peut s'assurer que les travailleurs plus bas dans la chaîne d'approvisionnement ne mourront plus. Vous vous souviendrez du cas du Rana Plaza où il y a eu la perte, la mort de centaines de travailleurs. Si les compagnies canadiennes avaient été obligées à cette époque-là de respecter les droits humains, on aurait pu éviter cette tragédie, cette catastrophe.
Tous les gestes volontaires des compagnies n'aident pas les gens sur le terrain. Nous avons besoin d'une loi qui prend en compte les obligations en matière de droits de la personne et d'environnement et surtout qui prend en considération les gens sur le terrain, les travailleurs dans les usines. Merci. Merci, Kalpona. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Evelyne Baudouin, la présidente de Développement et Paix, Caritas Canada. Evelyne? Merci, Emily, et bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour marquant pour nous à Développement et Paix, Caritas Canada, car cette législation modèle sur la diligence raisonnable en matière de droits humains et d'environnement répond à un besoin que nous reconnaissons comme urgent. Le statut quo. Today is an important day for us at Development and Peace Caritas Canada because this model legislation on human rights and environmental due diligence responds to a need that we recognize as urgent. The status quo and voluntary rules have not been successful. This new legislation would change that. Ou à exiger des entreprises qu'elles rendent compte de mesures prises. L'Ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises, l'OCRE, a le pouvoir de publier des rapports, mais il est impuissant à obtenir les faits et n'a encore résolu aucune plainte. Ce nouveau modèle de loi cherche à obliger les entreprises à respecter les droits humains et à prendre des mesures pour identifier, atténuer, prévenir et traiter les violations des droits humains dans les activités des entreprises ainsi que dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Nos partenaires du Sud nous parlent de situations alarmantes allant de priver les paysans de leurs sources d'eau potable, de détruire les arbres qui sont leur gagne-pain depuis plusieurs générations, de faire disparaître ou même assassiner ceux qui revendiquent leurs droits fondamentaux. Le Canada doit passer à une approche axée sur la prévention des dommages et donnant la priorité aux droits des communautés touchées. Nombreux sont les témoignages tels celui de Kalpona, qui reflètent la dure réalité de ces communautés. Il est possible pour les compagnies de réaliser des profits tout en respectant les modalités de cette loi, mais jamais le profit des entreprises ne doit se faire au détriment des personnes et de l'environnement. Heureux le jour où les entreprises canadiennes qui profitent des abus sans en subir les conséquences sera chose du passé, et où il y a eu transfert et partage du pouvoir envers et pour les communautés affectées et leurs soucis de l'environnement. Merci. Thank you, Evelyn. Now we will hear from Ken Newman, the National Director for Canada of the United Steelworkers. Ken? Thank you, Emily. The Steelworkers Merci, Evelyne. Nous allons maintenant entendre Ken Newman, directeur national pour le Canada du syndicat des métallos. Ken, à vous. Les métallos partagent l'avis de Kalpona et d'Evelyne sur les raisons pour lesquelles la loi modèle que nous proposons aujourd'hui est nécessaire et urgente. Une législation comme celle-ci sera bonne pour les travailleurs et bonne pour les entreprises. Notre proposition de loi est équilibrée, raisonnable et conforme à la législation proposée dans les pays européens. Les entreprises canadiennes savent qu'on attend d'elles qu'elles respectent les droits des travailleurs et de la personne, peu importe où et comment elles exercent leurs activités. Le mouvement syndical le dit depuis de nombreuses années. Au cours de la dernière décennie, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ont clairement défini les responsabilités mondiales des entreprises. Le gouvernement du Canada lui-même déclare qu'il attend de nos entreprises qu'elles respectent les droits. Rien de tout cela n'est nouveau. Notre législation donne du mordant à cette attente. Notre législation fait passer le respect des droits d'une attente à une exigence légale claire basée sur le droit canadien. Et ce faisant, notre législation permet aux travailleurs et aux communautés de poursuivre devant les tribunaux canadiens lorsqu'ils ont été lésés. Les entreprises canadiennes qui comprennent l'importance de protéger les droits humains et environnementaux dans toutes leurs activités mondiales n'auront rien à craindre de cette législation. Au contraire, elles accueilleront favorablement une législation qui définit clairement leurs responsabilités et leur obligation de rendre des comptes. C'est l'une des leçons que nous avons tirées de l'Europe.
les entreprises n'aiment pas l'incertitude, mais elles soutiendront et accepteront une législation qui apporte de la clarté. Elles soutiendront et accepteront une législation qui apporte de la clarté et applique de manière cohérente à tous leurs concurrents. Ça permettra aux entreprises canadiennes d'être sur le même niveau d'autres compagnies dans le monde. Le syndicat des matelots et l'ensemble du mouvement syndical canadien appuient pleinement ce modèle de législation. Merci beaucoup pour ces remarques, Ken. Nous allons maintenant entendre Karen Hamilton, directrice intérimaire d'Above Ground. Merci, Emily, et bonjour tout le monde. Dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, les compagnies agissent dans des lieux différents et dans des relations complexes avec des chaînes d'approvisionnement complexes, mais le Canada n'a pas de mécanismes en place pour protéger les gens où agissent ces compagnies canadiennes pour les protéger. Ce loi modèle changera cela. Cette loi est un produit de consultation au Canada avec des alliés partout dans le monde. On a l'appui de 130 organisations et syndicats de partout dans le monde et de plusieurs secteurs au Canada, incluant ceux qui sont représentés ici. La loi modèle est aussi le produit de beaucoup de recherches et des meilleures pratiques. On tire inspiration de la loi française et d'autres législations dans le monde. Il y a trois éléments clés. D'abord, l'obligation de prévenir les dommages et de faire preuve de diligence raisonnable. Donc, les compagnies au Canada et les compagnies qui font affaire au Canada seront responsables et pour leurs actions ici et ailleurs dans le monde, incluant dans toute leur chaîne d'approvisionnement. Deux, accès au recours et à la justice pour les communautés touchées en facilitant l'accès au recours devant les tribunaux canadiens et un régime de responsabilité. Le troisième élément, c'est l'accès au recours de justice et une façon de tenir responsables les compagnies qui ne respectent pas les droits de la personne. Donc, les personnes touchées auraient le droit de venir devant un tribunal canadien pour avoir une récompense pour les dommages causés. Above Ground partage le point de vue des autres intervenants que le Canada est en retard par rapport à la reddition de comptes corporatifs. Cette loi modèle donne une feuille de route pour le gouvernement canadien de rattraper les autres gouvernements du monde. Merci beaucoup pour ces interventions, Karen. Maintenant, le dernier, mais certainement pas le moindre, nous allons entendre Cathy Neviabandi d'Amnesty International Canada. Cathy? Merci beaucoup, Emily. D'abord, j'aimerais dire que le fait que le Canada n'assure pas cet accès-là devant ses tribunaux pour se toucher par les compagnies ne respecte pas les obligations du Canada dans les conventions que le Canada a signées à l'international. D'ailleurs, plusieurs agences de l'ONU et autres organisations ont demandé au Canada d'être redevable pour les actions de ces compagnies ailleurs dans le monde qui n'agissent pas de la bonne façon par rapport aux droits de la personne. Donc, il est grand temps pour le Canada d'agir. Le Canada est à la traîne des tendances mondiales. D'autres pays mettent en œuvre ou s'apprêtent à adopter une législation complète, tandis que le Canada continue de se concentrer sur les lignes directrices volontaires et des approches axées uniquement sur la production de rapports. Donc, il faut mettre à jour nos lois pour rattraper les pays qui ont de meilleures pratiques. Il y a des lois qui sont débattues en Europe et ailleurs dans le monde pour développer une loi détaillée et c'est le temps pour le Canada de se rattraper à ces pays-là. Troisième
les Canadiens veulent que le Canada se reconstruise mieux après la pandémie. Cette législation y contribuera. Il faut mettre les gens, les êtres humains au centre de toutes nos préoccupations dans cette reconstruction de l'économie. Nous pensons que cette législation va nous aider. Selon les commissaires aux droits de l'homme des Nations unies, ce genre de loi est un outil clé dans les efforts mondiaux pour mieux reconstruire. Et donc, nous invitons et encourageons les parlementaires de tous les partis à répondre à notre appel et à faire avancer et soutenir une législation qui exige des entreprises qu'elles fassent preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme et qui aide les communautés touchées à obtenir réparation si elles sont lésées. Nous sommes encouragés par le fait que des parlementaires de tous les partis ont déjà demandé que le Canada mette en œuvre une législation de ce genre, par exemple avec le cas de Xinjiang. Donc, c'est le temps pour le Canada d'agir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cathy, et à tous nos intervenants aujourd'hui. Nous allons maintenant ouvrir la séance à des questions des journalistes. Pour ceux qui nous rejoignent sur Zoom, vous pouvez poser vos questions directement dans les questions-réponses ou dans le chat. Si vous souhaitez poser une question en direct, veuillez utiliser la fonction « Lever la main » et nous ouvrirons votre canal pour que vous puissiez poser la question. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez écrire les questions dans le chat et elles nous seront envoyées ici. Jean Sims, avons-nous des questions? Oui. J'ai pas de questions dans la section questions et réponses, ni dans le chat. Je vais parler en anglais pour faciliter l'interprétation simultanée, mais vous pouvez bien sûr poser votre question en anglais ou en français. Assurez-vous d'être au bon canal et de choisir la langue de votre préférence. Peter Mazaro aimerait poser une question maintenant. On va ouvrir votre canal. Un instant. Oui, oui, on vous entend absolument. Je suis intéressé de savoir pourquoi vous lancez cette loi modèle maintenant. Le Parlement est débordé avec des projets de loi et ils vont clore la session avant l'été. C'est assez probable qu'il y aura une élection bientôt. Alors, les possibilités que cette législation serait passée par ce Parlement est minime. Pourquoi le présenter maintenant? Oui, merci beaucoup, Peter. C'est une très bonne question. Une des raisons pour laquelle nous lançons cette loi modèle, c'est parce que c'est très important pour le dialogue parlementaire et public qu'on met l'emphase sur une loi détaillée qui peut répondre aux abus. Ce qu'on voit au Parlement en ce moment, ce sont des discussions et des débats sur des lois qui amèneraient le Canada à la dernière place des pays dans le monde qui ont ce genre de loi. Au Parlement canadien, on propose des lois qui mettent l'emphase sur les rapports ou sur l'esclavage moderne, où on ne respecte pas et on ne prend pas en compte les meilleures pratiques. Et ça ne répond pas non plus aux preuves sur le terrain. Nous croyons que le Canada doit agir tout de suite. Nous n'avons pas l'illusion que cette loi sera approuvée dans le Parlement actuel, mais nous pensons que c'est le moment d'encourager le débat sur ces questions. Si vous avez quelque chose à ajouter, mes chers panélistes, allez-y. Oui, deuxième question. Nous savons que le gouvernement actuel a adopté ce processus pour gérer les demandes liées à l'Ombudsman sur la responsabilité des entreprises. Ils
ils n'ont pas respecté leurs promesses, ils n'ont pas créé un bureau entièrement indépendant. Donc, il n'y a pas beaucoup de volonté au gouvernement pour s'attaquer à ce problème. Comment aller au-delà de cela et trouver des champions au sein du gouvernement? Ce que le RCRCE demande, c'est un ombudsman puissant avec des pouvoirs d'enquête et une loi sur la diligence raisonnable qui donnerait accès aux tribunaux canadiens à se toucher par les compagnies, ceux qui sont endommagés par les compagnies canadiennes ailleurs dans le monde. La campagne pour ce genre de loi a comme but de faire du Canada un leader mondial, d'être un des premiers pays de créer un bureau de ce genre. Au début, le gouvernement a répondu de façon positive à cette idée et ensuite ils sont revenus en arrière. Donc, ce qui est différent maintenant, c'est qu'on ne demande pas au Canada de devenir un leader canadien. On leur demande tout simplement de se rattraper aux autres pays, les pays d'Europe qui ont ou qui vont approuver des lois très fortes et les compagnies et l'économie canadienne vont devenir les retardataires de la communauté mondiale. Bien sûr, il y a des champions parmi nos parlementaires qui appuient cette loi-là et on va travailler avec eux. On va essayer d'élargir aussi le nombre de députés, sénateurs et des gens à l'extérieur du Parlement qui appuient cette législation. Emily, si je peux dire quelque chose. Merci, Peter, pour votre question. Au-delà de ce que Emily a dit, nous ne voyons pas que la législation sera approuvée. Bien sûr, la Chambre des communes va arrêter ses travaux avant l'été. Mais comme vous avez dit dans votre question, ils ont fait une annonce qu'ils allaient créer un ombudsman, un bureau d'ombudsman qui aurait des pouvoirs significatifs et ils n'ont pas respecté cette cette promesse. Au Métallo, nous représentons des travailleurs qui travaillent dans beaucoup de grandes compagnies minières et on reçoit des appels à tous les jours de travailleurs dans d'autres pays, au Mexique, en Amérique latine, en Afrique, pour nous dire que les compagnies canadiennes ne respectent pas les droits de la personne, ne respectent pas les droits environnementaux. Donc, on veut s'assurer que le Canada soit au même niveau que d'autres pays. Par exemple, beaucoup de pays européens, on adopte des lois pour obliger les compagnies de respecter ces droits-là. C'est bon pour les travailleurs et c'est bon pour les compagnies elles-mêmes. Les compagnies n'ont pas intérêt à avoir leur réputation détruite non plus. Oui, une question. Pourquoi est-ce que votre syndicat s'implique avec cette question? Pourquoi est-ce que le métallo ordinaire sur le terrain est inquiet par cette question? Nous représentons beaucoup de travailleurs. Nous sommes un syndicat international. On représente le secteur minier et d'autres secteurs et on le voit avec nos propres yeux. Nous avons des relations avec nos partenaires dans l'ALENA, le Mexique, les États-Unis. On a vu ce qui se passe dans ces pays. On voit le fait qu'on ne respecte pas les droits des syndicats. C'est important pour notre syndicat. Les métallos sont pour le respect et la décence. C'est comme les travailleurs au Bangladesh. Ils devraient pouvoir aller au travail avec des conditions de sécurité, de santé au travail et revenir chez eux, être avec leur famille en santé. Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas comme pays essayer de rehausser les normes et les standards? On veut envoyer un message très clair au gouvernement du Canada. C'est un peu comme quand on a une loi sur la vitesse sur les autoroutes, mais on n'a pas de façon de le mettre en application. C'est un dossier qui nécessite un temps pour l'éducation des gens à travers le Canada. Et nous, Développement et paix, Caritas Canada, avec nos plus de 10 000 membres,
dans le passé, on a travaillé à éduquer nos députés à Ottawa. Et c'est ce qu'on projette faire prochainement. Et pour faire cette éducation-là, il faut commencer tôt à préparer les outils, à préparer les rendez-vous et au moment propice de rencontrer ces députés-là pour avoir une discussion franche sur ce que le Canada entend faire pour se rattraper dans ces lois qui protègent. Puis il n'est jamais trop tôt pour parler d'abus et pour parler de destruction de l'environnement. Je crois que c'est temps. Merci. Mm-hmm. And Peter, if I may add. Oui, et Peter, si je peux ajouter un petit point, ça va au-delà de la réputation, c'est aussi une question d'obligation du Canada. Comme on l'a mentionné plus tôt, la manque de cohérence du Canada, de cohérence vis-à-vis les ententes et les accords et les conventions signées par le Canada a attiré l'attention de plusieurs agences, incluant le CIDA, l'Agence sur la discrimination faite aux femmes, la Commission des droits de la personne de l'ONU, le Comité de l'ONU sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale, parce qu'il y a beaucoup d'activités d'entreprises canadiennes qui nuisent aux droits de la personne de peuples autochtones, par exemple. Donc, c'est une question d'honorer, de respecter nos ententes internationales. Au-delà de ce que Emily a dit, c'est-à-dire la demande que le Canada soit un leader et la création de ce bureau d'ombudsman. Donc, c'est une question d'un respect du Canada envers ses promesses et ses engagements à l'international. Alors, une dernière question. J'ai entendu le cas de Rana Plaza mentionné. Si cette loi était en place, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de comment ce genre de tragédie serait évité, où on a des compagnies canadiennes qui utilisent des sous-traitants dans notre pays, ne savent pas ce que les sous-traitants font, ce que les fournisseurs font? Comment est-ce que cette loi pourrait éviter une telle situation? Oui, je peux commencer et les autres panélistes pourront m'aider. À ce point-ci, en fait, c'est vrai que beaucoup de compagnies ne connaissent pas c'est qui exactement leurs fournisseurs et les sous-traitants de ces fournisseurs. Mais cette loi va va requérir aux entreprises de soumettre des rapports pour justifier et pour expliquer quelles sont leurs relations avec tous ces sous-traitants et quelles sont les conditions de ces sous-traitants. Les gens ont le droit de savoir qu'est-ce qu'ils font les compagnies mères. Ça nous aiderait à prévenir ce genre d'homicide qu'on a vécu au Rana Plaza ou ce qu'on a vu ailleurs au Pakistan, par exemple, dans d'autres usines au Maroc. Je sais que beaucoup des panélistes ont dit qu'il n'y a personne qui demande au Canada d'être un leader, d'être un chef de file. Au contraire, on demande tout simplement au Canada de se rattraper aux autres pays parce que le Canada en ce moment est en retard par rapport à ce genre de loi. Merci beaucoup, Kalpona. D'autres membres du panel qui aimeraient répondre? Oui, Emily. Merci beaucoup pour cette réponse, Kalpona, et pour votre question, Peter. Je pense qu'une chose qu'il faut souligner, c'est que cette législation répond exactement à ce genre de situation.
au Rana Plaza. C'est une reconnaissance que la façon qu'agissent les compagnies, c'est à travers des chaînes d'approvisionnement très complexes et des relations très complexes avec des sous-traitants, des filières, des sous-traitants. Donc, l'obligation de prévenir, d'éviter, d'atténuer les dommages en matière de droits de la personne et, en matière d'environnement, c'est pas seulement une question pour la compagnie canadienne, ça s'étend à leurs relations d'affaires avec les filiales, avec les sous-traitants, les fournisseurs. Alors, cette façon d'agir aveuglement, sans savoir ce qu'ils font vos sous-traitants, ne serait plus possible sous une telle loi. Vous ne pouvez pas sous-traiter les droits de la personne. Ken Newman a dû nous quitter, mais on va continuer à répondre à vos questions. J'ai quelques questions de Facebook Live. Stephanie Tidy Stringer demande comment est-ce que cette législation rend redevable les compagnies en ce qui concerne leurs sous-traitants. Vous venez de parler de cela, mais peut-être vous pouvez élaborer un peu plus, soit Émilie, Kalpona. Oui, je peux commencer. La législation crée une obligation pour les compagnies de prévenir et éviter les impacts en matière de droits de la personne, pas seulement attribués à leur action, mais aussi causés par leurs affiliés avec qui sont en relation d'affaires, leurs sous-traitants, leurs filiales, leurs fournisseurs. Donc, il faut éviter, on oblige les compagnies d'éviter, d'atténuer ces impacts négatifs sur les droits de la personne à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Les façons de mettre en application ces mécanismes-là, écoute, l'attente existe depuis longtemps. Le gouvernement canadien et l'ONU ont indiqué clairement que les compagnies sont responsables de respecter les droits de la personne partout dans la chaîne d'approvisionnement. Ça existe depuis longtemps, mais ce qu'on fait ici, c'est qu'on leur rend une obligation juridique, une obligation légale. Et la mise en application, c'est quelque chose de nouveau. Il y a deux choses faites par cette loi. D'abord, on créerait un commissaire qui recevrait les rapports des compagnies et deuxièmement, l'accès aux tribunaux canadiens pour pouvoir poursuivre des compagnies canadiennes qui ont causé des dommages ou si des compagnies n'ont pas respecté ou n'ont pas agi ou n'ont pas mis en place une diligence raisonnable. Merci. Émilie, si vous pouvez nous dire quelle est la différence entre le système actuel, parce qu'il y a des cas de poursuite dans les tribunaux canadiens liés aux actions de compagnies canadiennes ailleurs dans le monde. Quelle est la différence avec cette loi? Oui, c'est vrai, il y a eu quelques développements très intéressants récemment dans le système légal canadien qui sont allés jusqu'à la Cour suprême du Canada. Ce n'est plus une question que les compagnies canadiennes qui agissent ailleurs dans le monde peuvent être poursuivies en cours canadien. C'est un fait, c'est possible. Mais il y a des barrières, des obstacles qui restent en place pour avoir accès à ces tribunaux. Et même ces cas dont on parle, ça a pris des années pour se rendre là où ils en sont maintenant. Il y a des arguments par rapport à la juridiction appropriée. Est-ce que c'est bien le Canada ou un autre pays? Quelles sont les réparations? Quelle est la réhabilitation? La compensation nécessaire? On ne dépend pas seulement sur les principes du common law, mais on établit des principes très clairs dans cette loi qui devraient être pris en compte par les compagnies. Voilà, donc ça diminue le nombre d'années que ça prend pour arriver à un procès devant un tribunal. On diminue par 7 ans, en fait, ce processus.
Une question de Jeff qui nous demande, il suit ce qui se passe dans l'Union européenne. Il se demande si c'est vraiment le cas en Europe, si la loi européenne est vraiment aussi détaillée que la loi modèle que vous proposez pour le Canada. Est-ce qu'on demande vraiment aux compagnies européennes d'être redevables pour toute la chaîne d'approvisionnement? Les modèles internationaux sont en pleine évolution. À la Commission européenne aussi, si je comprends bien, les modèles les plus récents, ça couvre ces compagnies et leurs fournisseurs, leur chaîne d'approvisionnement, mais il faudrait que je regarde, c'est le cas pour la loi française sur la diligence raisonnable, où la responsabilité légale est attachée directement aux compagnies, mais aussi à leurs filiales et leurs fournisseurs. Le modèle européen, je ne sais pas si on se penche sur toute une région. Ça se peut que oui. Je ne sais pas exactement quel est le langage employé dans cette loi européenne, mais si je comprends bien, ça couvrirait et les compagnies européennes et leur chaîne d'approvisionnement. Et notre modèle est inspiré par les meilleures pratiques à l'international, incluant ce modèle européen. Bon, Stephanie Tidy-Stringer nous demande qu'est-ce que vous voyez comme les bénéfices environnementaux de cette loi modèle? Evelyne? Dans plusieurs des instances où on a eu connaissance d'abus des droits humains, souvent, il y a un lien avec l'environnement. Par exemple, si on regarde en Amazonie tout récemment, si on regarde le développement de l'agriculture dans certains pays du Sud, il y a souvent, si pas toujours ou presque toujours, un lien avec l'environnement. Et de nos jours, on reconnaît scientifiquement et de bien d'autres façons aussi, on le voit avec nos yeux, la détérioration de nos océans et de l'environnement. Alors, je crois que c'est difficile de séparer les droits humains à ce moment ici de l'environnement parce que c'est tout lié. C'est notre maison commune selon Laudato Si et le pape François. Et je crois que c'est très, très fort comme concept de toujours lier les deux ensemble. Merci. Thank you. I do have another question in French. Merci. J'ai une autre question en français. Je crois qu'Evelyne a déjà répondu à la question. C'est le mot environnement dans le titre de la loi. Environnement, milieu de travail ou environnement dans le sens de nature? L'environnement dans le titre de loi signifie l'environnement nature. Donc, dans la loi modèle, on indique clairement que les droits humains, ça comprend aussi le droit à un environnement sain et durable. Donc, la loi prévoit que les compagnies devraient respecter les droits de la personne, ce qui comprend les droits à un environnement sain et durable. Thank you. Merci. Okay. Kalpona, est-ce que vous aimeriez
ajouter quelque chose par rapport aux effets environnementaux de cette loi? Oui, absolument. J'aimerais m'adresser à deux choses. D'abord, l'environnement. Inclure l'environnement dans une loi sur la diligence raisonnable, c'est très important et vous pouvez seulement le comprendre si vous visitez nos pays du Sud, les pays dits de production. Pour produire un T-shirt, on a besoin de 14 litres d'eau. Réfléchissez à cela. C'est beaucoup plus pour un paire de jeans. Alors, au Bangladesh, nous utilisons 200 années d'eau. C'est l'eau qui serait normalement utilisée par les générations à venir. Si on pense à d'autres industries aussi, l'utilisation des ressources naturelles est très importante. Alors, c'est très important d'inclure l'environnement dans une loi sur la diligence raisonnable. On le voit tous les jours sur le terrain, nos animaux meurent. On ne peut plus utiliser nos eaux. La contamination de l'eau et de l'air est très grave, surtout l'été. La contamination de l'eau, on ne peut plus utiliser l'eau comme eau potable, même pour se doucher, pour se baigner. Donc, c'est très important de rendre ces compagnies redevables dans ce sens-là par rapport à l'environnement. Le deuxième point que je voulais soulever, c'est que les obligations, obliger ces compagnies d'agir autrement, est-ce que ça va aider les gens sur le terrain? Oui, absolument. L'entente sur la sécurité liée aux incendies est une entente très importante au Bangladesh. Plus de 200 compagnies au Bangladesh ont signé cette entente-là et ça crée des usines beaucoup plus sécuritaires pour les travailleurs. Donc, on n'aura plus de cas comme le Rana Plaza. Dans les dernières années, il y a eu des accidents et des incidents, mais il n'y a pas eu de mort à cause de cette entente. Alors, on voit très clairement que ce genre de loi où on rend redevables les sous-traitants, ça peut avoir un effet très important. Ça va protéger les vies des travailleurs partout dans la chaîne d'approvisionnement, les travailleurs qui produisent des biens pour les pays du Nord. Merci beaucoup, Karen. Oui, merci. J'ajouterai à cette discussion sur l'environnement, l'utilisation du mot environnement inclut aussi le climat. Donc, on parle de façon générale du droit humain à un environnement durable et sain, et nous savons que le climat est inclus. Nous faisons face à une crise climatique en ce moment. Et dans la diligence raisonnable que les compagnies doivent respecter, on inclut les impacts négatifs sur le climat et sur les changements climatiques. Absolument. Merci beaucoup. Evelyne? Oui, j'ajouterais seulement, Pascal André aussi, merci de ta question sur l'environnement puis de clarifier ce mot-là. C'est que je crois qu'il n'y a pas de meilleur protecteur de l'environnement que nos paysans dans les pays du Sud ou dans les pays pauvres, tout comme nos peuples autochtones ici au Canada. Alors, de protéger les droits humains de ces peuples autochtones à travers le monde va certainement avoir un grand effet sur la protection de l'environnement en même temps. Alors, on y travaille aux deux, mais je crois que c'est très important que le mot environnement soit inscrit dans la loi parce qu'il y a des particularités aussi à protéger l'environnement. Okay, thank you. Merci beaucoup. Je ne vois plus de questions, alors je passe la parole à Emily Dwyer.
si les panélistes ont un dernier mot, un dernier commentaire avant de clore cette conférence de presse, vous pouvez lever la main. D'accord. Avant de conclure, je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être présent aujourd'hui, les nombreuses personnes qui ont consacré leur temps, leurs conseils et leur expertise à l'élaboration et à la rédaction de la loi modèle, les défenseurs des droits de la personne qui continuent de mettre leur vie en danger en s'opposant à de puissantes sociétés, ainsi que tous mes collègues qui ont travaillé en coulisses lors de l'événement d'aujourd'hui, Jamie Neen et Diana Martin de MinAlert Canada, Emily Norgang du Congrès du travail du Canada, Jean Sims d'Interpares et Devin Holterman du RCRCE. Alors, merci beaucoup à vous tous et à vous toutes et on a très hâte d'être en contact avec vous dans l'avenir et de faire avancer cette loi modèle à court terme. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Thank you. Merci, merci, Thank you. merci.